On va parler quand même de politique régionale et internationale. Je voudrais votre avis sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés au Mali. C'était le 10 juillet dernier. C'est une source de fortes tensions diplomatiques entre Yamoussoukro et Bamako. D'ailleurs, c'est une affaire, vous pensez, vous, que les autorités ivoiriennes, qui demandent aujourd'hui une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur cette affaire, pensez que les autorités ivoiriennes auraient pu éviter cette affaire ? Ben, je pense bien que oui. Écoutez, vous avez des gens de votre peuple qui sont partis dans un autre pays, qui ont posé des actes. L'affaire est allée au tribunal dans ce pays-là. Si vous estimez que les gens doivent vous rendre vos concitoyens, bon, mais vous leur demandez tranquillement, bon, vraiment, on vous présente des excuses pour le mal qui a été fait, qui vous a été fait. On souhaite que vous nous restituiez nos gens, on vous demande pardon, et puis c'est tout, ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller à mettre le nuit pour ça. Mais est-ce que vous y voyez là une affaire d'ingérence régionale ou pas? Moi, je pense que le gouvernement, dans cette affaire-là, manque de sagesse. Les Maliens et les Ivoiriens sont deux peuples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années. Bon, voilà un problème qui se pose. Les Maliens disent on a attrapé des Ivoiriens avec des armes. Ils sont venus faire quoi dans notre pays? Voilà la question. Bienvenue dans AfriConnect. Invitée spéciale, Madame Simone Bagbo, l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, aujourd'hui à la tête d'un parti politique. Il était naïf de penser qu'une retraite paisible à 73 ans suffirait à Simone Bagbo. La revoilà dans l'arène politique ivoirienne et à coup sûr, les prochaines échéances électorales s'annoncent pimentées. On se connecte tout de suite avec Abidjan. Bonjour Madame Bagbo et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Bonjour. Bonjour à vous. Madame Bagbo, vous avez donc créé votre parti politique le 20 août dernier. Il s'agit du mouvement des générations capables. On va écouter un extrait de votre discours à cette occasion. Ce parti veut travailler à la construction d'une Côte d'Ivoire attachée à des valeurs. Nous sommes un parti qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. Alors, le ton, vous l'avez donné. Il y a un an, le MGC, c'était un groupement de soutien. C'est une sorte de groupement, finalement, de la société civile. Que représente cette force aujourd'hui ? Elle est en construction, cette force, mais déjà, sur le terrain, nous avons beaucoup de personnes, beaucoup d'adhérents. Et donc, nous progressons. Alors, vous progressez, mais l'objectif, on le sent, c'est quand même la conquête du pouvoir, avec en ligne de mire les locales de 2023 et la présidentielle de 2025. Alors, c'est vrai qu'on se projette, mais les délais sont quand même assez courts pour aborder ces échéances avec sérénité. Quelle sera votre stratégie ? Bon, la première chose, le premier acte à poser, c'est l'implantation du parti. Nous sommes sur tout le territoire ivoirien, nous allons nous implanter partout, dans tout le pays. Et puis, déjà, nous allons commencer à recenser tous les camarades qui sont désireux de se présenter pour les élections municipales à venir. Et puis, nous allons travailler, nous allons faire beaucoup de formations, beaucoup d'encadrement pour préparer 2025. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur sa composante ? Le mouvement ivoirien. Oui, est-ce qu'il y a des dissidents, par exemple, du Front populaire ivoirien dans votre mouvement? Ah oui, il y en a. On a beaucoup de camarades qui étaient avec moi au Front populaire ivoirien et qui ont préféré me suivre ou préféré me rejoindre dans le mouvement des générations capables. Oui, il y en a. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également beaucoup d'autres Ivoiriens qui n'étaient pas militants, qui n'étaient pas intéressés par le Front populaire ivoirien, mais qui aujourd'hui sont prêts à travailler dans le mouvement des générations capables. Nous avons de tout. Alors, juste, vous êtes une femme, hein, Simone Bagbo. Est-ce que, justement, vous allez ouvrir des portes à ce niveau? Parce qu'on sait que c'est une problématique aussi qui sévit en Afrique, hein, la parité en politique. Oui. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les femmes ont toujours été intéressées par la politique.
Les femmes ont toujours participé, elles se sont toujours investies dans le combat politique. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais ce que je constate, c'est qu'elles sont nombreuses, celles qui sont intéressées par les challenges actuels et qui sont prêtes à venir participer à la vie des mouvements des générations capables. Elles sont très nombreuses. Alors, dans une précédente interview que nous avions réalisée sur RT France, c'était avant la présidentielle de 2020, vous nous aviez confié vos ambitions de briguer, pourquoi pas, la magistrature suprême. Comme vous avez été finalement investie présidente du MGC, il y a très peu de chances finalement que vous ne soyez pas investie candidate de votre parti pour 2025. Il y a peu de suspense. Non, je n'affirme rien. Je n'affirme rien. Mais en même temps, je ne nie rien. Le mouvement des générations capables est un parti politique. Et nous, dans notre logique, nous allons faire une réunion et nous allons décider de qui va être notre candidat. Et si c'est moi qui suis choisi, j'irai. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui est choisi, nous irons. Voilà. En tout cas, vous êtes prête à vous lancer. Qu'est-ce qui vous motive, Madame Gbagbo? Vous savez, dans ce pays, il y a tellement de choses à faire pour faire de la Côte d'Ivoire qui a tellement de potentialité, un véritable État fort, puissant, un véritable État souverain, ancré dans le panafricanisme et aidant les Ivoiriens, les Africains à devenir des citoyens vraiment indépendants, des peuples vraiment indépendants. Il y a tellement de choses à faire. Alors, je voudrais votre avis sur un projet de loi qui est en réflexion, qui vise justement à modifier la Constitution et inclure une clause limitant à 75 ans l'âge limite des probables candidats au scrutin présidentiel, au prochain scrutin en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Parce que si le texte passe, vous ne serez pas éligible en 2025. Ça, c'est certain. Si le texte passe, je ne serai pas éligible. Mais ce n'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est qu'il faut que dans nos pays, en Afrique, là, nous arrêtions de nous mettre des entraves alors que nous voulons construire une démocratie, nous voulons construire véritablement une république, nous voulons consulter nos populations chaque fois que nous avons des élections. Laissons les populations décider d'elles-mêmes si elles veulent quelqu'un d'âgé, si elles veulent quelqu'un de moins âgé. Arrêtons de nous mettre ces œillères-là dans nos marches, dans nos actions. En Europe, aux États-Unis, là où on dit qu'il y a les grandes démocraties, est-ce que vous avez ces règles-là qui existent, qui disent qu'à tel âge, vous pouvez être candidat, à tel autre âge, vous pouvez être candidat, vous avez fait 2 mandats, 3 mandats, etc. Toutes ces questions-là, ce sont des questions qui viennent créer des problèmes dans notre pays. Et par-dessus le marché, si vous regardez, très souvent, ceux qui manipulent ce genre de critères-là, ce sont les Occidentaux. Hein. Ce n'est pas les peuples africains. Mais ce qui est en question également, c'est le renouvellement de la classe politique ivoirienne, parce que c'est un chemin de croix. Hein. Il se pourrait même que l'on retrouve en 2025 les éléphants de la scène politique ivoirienne, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, je peux vous citer aussi, finalement. Oui, mais pourquoi est-ce que vous les appelez des éléphants? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ce sont des classiques de la politique ivoirienne. On les a suivis pendant de nombreuses années. Les classiques de la politique occidentale, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ce qui est important, c'est de pouvoir, dans nos pays, asseoir véritablement l'alternance. C'est ça qui est le vrai problème. Que nous réussissions à mettre en place des règles de jeu qui permettent et favorisent l'alternance. Dès l'instant où ça s'est fait, celui qui vient, il est confronté à cela. S'il est élu, il est choisi. S'il n'est pas élu, il va s'asseoir et puis c'est tout. Non, je vous pose cette question concernant l'actuel président Alassane Ouattara. Apparemment, il n'envisage pas de briguer un nouveau mandat. Il faut quand même attendre de voir jusqu'au bout. Mais on entend beaucoup. Pas trop tôt. Voilà, c'est ce que je disais. On entend beaucoup parler de la nouvelle génération aussi, hein, plus moderne, plus en phase, dit-on, avec les aspirations de vos concitoyens. Est-ce que finalement, c'est pas un peu votre responsabilité, celle aussi de vos collègues politiques aujourd'hui, avec qui vous avez marqué l'histoire politique de votre pays, de passer le flambeau et de pousser cette nouvelle génération? Pousser cette génération, moi je suis d'accord avec vous que c'est notre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle au niveau du mouvement des générations capables, nous allons faire beaucoup de recrutement, beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation
pour que la génération montante prenne ses responsabilités. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut nous jeter aux orties. Voilà. Dans tous les cas, les locales de 2023 seront déterminantes pour votre parti. Un scrutin test, vous êtes d'accord? Oui. Bon, c'est un parti qui vient de naître, qui va faire ce qu'il peut pendant les élections prochaines. Vous voyez que le délai est très court, mais bon, on va s'y atteler, on va travailler et on espère pouvoir produire de très bons résultats pour que tout le monde soit mis en confiance pour 2025. Non, mais parce que 2023, c'est demain. Est-ce que vous vous dites que s'il n'y a pas de percée du MGC, vous pourriez renoncer justement à des ambitions pour 2025 ou pas? Non, je ne dirais pas ça. Je dis que quel que soit le résultat de 2023, nous sommes en marche pour la transformation de la Côte d'Ivoire. Donc 2025, 2030, 2035, nous serons toujours de la partie. Alors, preuve que vous êtes, vous, une cacique, hein, je le répète, de la politique ivoirienne, puisque même une stratège politique. Vous avez fondé avec Laurent Gbagbo le FPI dans les années 90. Vous pourriez l'affronter en 2025. Est-ce que vous êtes prête à relever ce défi? C'est un lourd défi politique. Je suis prête à relever tous les défis, quel que soit le candidat. Quel que soit le candidat, mais s'agissant de Laurent Gbagbo, par exemple. Y compris Laurent Gbagbo. Est-ce qu'une alliance vous semble envisageable ou exclue avec lui? Moi, je n'exclus aucune alliance, vous voyez. Je n'exclus aucune alliance, d'autant plus que c'est un parti de gauche comme le nôtre. Hein. Je n'exclus aucune alliance, mais je vais dire, quand on parle d'alliance, on parle tout de suite d'opportunité. On parle tout de suite d'analyse. On parle tout de suite d'études de la situation. Et puis bon, il en résultera des réponses. Et ces réponses-là nous permettront de conclure des alliances avec celui-ci ou de ne pas conclure d'alliance avec celui-là. Donc, je n'exclus rien. Mais en même temps, je n'anticipe pas sans analyse et sans étude de la situation. Alors, de retour en Côte d'Ivoire, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo vous a devancé quelque peu puisqu'il a lancé aussi son mouvement politique, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Quel regard vous portez sur ce parti? Vous partagez, c'est vrai, des valeurs communes? Nous partageons des valeurs communes puisque nous sommes tous les deux ici de la gauche. Hein, donc, nous partageons forcément des valeurs communes. Bon, mais il fait son chemin et moi, je fais le mien. Moi, je n'aime pas trop porter des analyses sur les initiatives des autres. Le moment venu, on verra bien, hein, possible ou pas possible, on le verra. Mais bon, je lui dis bon vent et je souhaite qu'il me dise également bon vent. Mais qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que vous portez un projet de société, justement, dans l'intérêt de vos concitoyens? Qu'est-ce qui garantit que vous n'allez pas tomber dans les travers des rivalités politiques, comme c'est souvent le cas en Côte d'Ivoire? Bon, alors, disons que je souhaite ne pas tomber dans les travers, comme vous le dites, des rivalités politiques. Ça, je le souhaite vraiment de tout cœur. J'ai ma vision qui est mise par écrit. Nous sommes entendus avec mes camarades sur des objectifs à atteindre et nous allons nous atteler à travailler pour atteindre ces objectifs-là. Voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais je tiens énormément là-dessus parce que, vous voyez, dans ce pays-ci, là, nous avons un gros problème. C'est le problème de l'acquisition des valeurs. Et nous voulons travailler pour que les Ivoiriens, dans leur ensemble, quel que soit leur parti, participent à ce renouvellement de l'intelligence, à ce renouvellement de l'esprit qui va permettre de fonder, d'édifier des citoyens vraiment compétents, des citoyens vraiment capables. Et ça, c'est un objectif auquel nous n'allons pas déroger. Alors, Laurent Gbagbo, il souhaite une amnistie comme celle que vous a accordée le chef de l'État actuel, Alassane Ouattara, ce qui annulerait d'ailleurs toute condamnation judiciaire. On va vous écouter à ce propos. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo, en lieu et place d'une amnistie, alourdit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne dirons pas merci à Alassane Ouattara.
Alors, on rappelle que c'est pour vos rôles dans la crise de 2010 qui a fait au moins environ 3000 morts, que vous avez été tous les deux arrêtés à Abidjan en avril 2011, avant un transfert à La Haye pour Laurent Gbagbo. Donc cette grâce, vous dites que ça va alourdir l'atmosphère politique. Oui, j'ai dit ça parce que vous savez, dans ce pays-là, nous avons connu cette crise gigantesque qui a amené l'emprisonnement du président Gbagbo, moi-même mon emprisonnement, la mort de nombreux Ivoiriens. Vous dites 3000, mais moi je dis beaucoup plus. Quand on fait les calculs, j'ai dit au moins. On se rend compte. Oui, au moins, heureusement que vous dites au moins, parce que quand on fait les calculs, on se rend compte qu'il faut compter par dizaines de milliers les morts que nous avons connus dans notre pays. Mais aujourd'hui, si nous voulons vraiment aller à la réconciliation, il faut avoir le courage de mettre fin à cette confrontation. Et ça va passer par le pardon national. En 2002, lorsque cette crise a commencé, le premier acte que le président Gbagbo a posé pour permettre l'ouverture de la négociation, du dialogue, c'est une loi d'amnistie qu'il a prise pour pardonner, pour amnistier tous les rebelles et leurs chefs, y compris Alassane Ouattara, et leurs chefs qui ont participé aux attaques de la nation. Et ça a permis le débat à Lomé, qui a lancé tous ces débats-là sur la réconciliation, qui s'est continué après à Marcoussis, etc. Et aujourd'hui, mon souhait et vraiment mon vœu profond, c'est que l'État ivoirien ait le courage de poser un nouvel acte d'amnistie pour tout le monde, pour le président Gbagbo, pour les prisonniers militaires qui sont encore détenus dans nos prisons, pour ceux qui sont en exil et qui ne peuvent pas rentrer chez eux, qu'il y ait une amnistie générale sur cette question. Ça va nous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Alors justement, vous demandez l'amnistie, la libération de tous les prisonniers politiques incarcérés pour leur rôle dans cette crise post-électorale de 2010-2011. Quel bilan vous faites à ce niveau? Parce qu'on a l'impression quand même que cela progresse difficilement, malgré les engagements pris par Alassane Ouattara. Cela progresse très difficilement. Imaginez-vous qu'aujourd'hui encore dans nos prisons, nous avons près d'une vingtaine de prisonniers militaires qui sont depuis 2011. Moi, je trouve ça inacceptable aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui encore tous nos militaires qui ont dû se réfugier en exil dans nos pays voisins qui ne peuvent toujours pas rentrer. Ça également, je pense que ça alourdit l'atmosphère. Il faut pouvoir faire le pas, sauter le pas pour que finalement tout ça rentre dans la paix, que les gens reviennent, que les gens retrouvent leur famille et que l'on puisse démarrer véritablement la réconciliation dans cette nation. Mais comment vous expliquez que vous avez pu être amnistié, que ce n'est pas encore le cas pour Laurent Gbagbo, que d'autres sont en exil, d'autres leaders politiques, on peut citer Guillaume Soro. Bon, il y a des pas qui ont été franchis, puisque Laurent Gbagbo est revenu au pays, et vous-même, vous avez été amnistié, c'était vraiment un gage de réconciliation nationale. Comment vous expliquez tout cela? Mais je ne m'explique pas, parce que, par exemple, en ce qui concerne l'amnistie qui a été prononcée à mon endroit, j'ai dit gloire à Dieu et j'ai dit merci au président Alassane Ouattara. Mais s'il a le courage de faire ça, je ne vois pas pourquoi il n'a pas le courage de faire le reste. Qu'il fasse le reste, vous voyez. Il a eu le courage de m'amnistier. Bon, pourquoi il n'amnistie pas Soro Guillaume, qui en plus est de son camp? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut faire. Si on veut que ce pays-là retrouve sa dignité, retrouve son unité, retrouve sa paix, c'est incontournable que de réussir la réconciliation. Or, réussir la réconciliation commence par accepter de pardonner, accepter de demander pardon pour tout ce qui a été fait et se donner la main pour aller de l'avant. Alors, voilà. Puisque vous parlez de réconciliation, c'est le fer de lance du projet de votre nouveau parti politique. D'ailleurs, vous avez vous-même consacré un ouvrage à cette réconciliation, Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée. Je l'ai dans les mains, paru aux éditions Tabala en 2021. Et vous le dites finalement, pour se rassembler, il faut se pardonner mutuellement. Mais comment y parvenir ?
Mais il faut d'abord le désirer. Il faut le désirer parce que c'est quelque chose d'incontournable pour la suite de nos vies, pour la suite de notre tranquillité. C'est incontournable que les peuples entre eux se pardonnent. En Côte d'Ivoire, vous savez, nous avions une 60 ethnies. Nous avons beaucoup d'allogènes qui habitent également chez nous. Les actes ont été posés de part et d'autre par les uns et par les autres. Il faut qu'on ait le courage de s'asseoir, de dire vraiment ce que tu m'as fait là, ça m'a meurtri, mais j'accepte. Mais vous savez, Madame Gbagbo, vous allez à la rencontre de vos concitoyens sur le terrain. Le discours que vous tenez, on l'entend dans la bouche des autres politiques qui dirigent aujourd'hui votre pays. Et vous avez l'expérience du terrain. Vous savez aussi que depuis 2010 et même avant, la réconciliation, elle semble de toute façon impossible parce qu'elle est instrumentalisée justement par les politiques. C'est ce que disent vos concitoyens également. Mais c'est aux politiques que je suis en train de m'adresser là. C'est aux politiques que je suis en train de m'adresser. Il ne faut pas utiliser la réconciliation juste pour faire des slogans et puis que ça s'arrête là. Il y a des actes concrets qu'il faut poser. Si vous allez dans nos régions qui ont été les plus meurtries, comme la région de l'Ouest, etc., aujourd'hui encore, il y a des plantations, il y a des terres, il y a des forêts qui ont été confisquées aux autochtones et qu'il faut restituer à ses vrais propriétaires. Mais ça, ce n'est pas fait. Tant que ça ne sera pas fait, on ne pourra pas dire que la réconciliation est sortie des slogans pour devenir des faits concrets dans la réalité. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, lorsqu'il y a un petit problème entre deux communautés, entre deux membres de deux communautés distinctes dans ce pays, tout de suite, ça donne lieu à des explosions, à des rencontres, à des agressions intercommunautaires. Or, pour que ça se soit évité, il faut que les communautés s'asseyent, région par région, localité par localité, pour qu'on mette à plat le débat et puis que dans telle ou telle localité, il y a eu tel fait, on demande pardon pour ces faits. Il y a eu des meurtres, on demande pardon pour les morts. On fait une cérémonie pour exorciser cela. Il y a eu des terres qui ont été confisquées, on restitue des terres à leurs propriétaires. Il y a eu des maisons et vous dénoncez aussi le clientélisme. On va vous écouter, c'était le 20 août dernier également. Okay. Le clientélisme, le népotisme continue de contribuer à l'accentuation des disparités régionales et à la fracture sociale. Alors justement, ce système que vous décrivez, on sent que vous visez évidemment le pouvoir actuel, savoir celui d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas quand même une vieille habitude en Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, le clientélisme, le népotisme? Oui, mais ce n'est pas une raison pour continuer la chose, n'est-ce pas? Vous savez, quand Alassane Ouattara a pris le pouvoir, c'est lui qui a utilisé la terrible expression de rattrapage ethnique. Est-ce que vous imaginez? Moyennant quoi, aujourd'hui, nous avons, vous regardez dans nos administrations, le nombre de personnes recrutées par l'administration publique ivoirienne qui est du Nord et le nombre d'Ivoiriens recrutés par l'administration publique qui ne sont pas du Nord, c'est quelque chose de délirant. Et il faut mettre fin à cela. Tant qu'on n'a pas mis fin à cela, qu'on n'a pas recruté un Ivoirien parce qu'il est compétent, mais parce qu'il est de telle ethnie ou de telle ethnie, évidemment, cette politique-là, le clientélisme va continuer et ça ne permet pas d'apaiser au point que des gens aujourd'hui ils se disent « je fais des études, j'acquiers des diplômes, j'acquiers des compétences, mais je ne peux pas te recruter parce que je ne suis pas de telle ethnie. » C'est terrible ça. C'est terrible d'en arriver là. On va parler quand même de politique régionale et internationale. Je voudrais votre avis sur l'affaire des 49 militaires ivoiriens interpellés au Mali. C'était le 10 juillet dernier. C'est une source de fortes tensions diplomatiques entre Yamoussoukro et Bamako. D'ailleurs, c'est une affaire, vous pensez, vous, que les autorités ivoiriennes, qui demandent aujourd'hui une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU sur cette affaire, pensez que les autorités ivoiriennes auraient pu éviter cette affaire ?
Ben, je pense bien que oui. Écoutez, vous avez des gens de votre peuple qui sont partis dans un autre pays, qui ont posé des actes. L'affaire est allée au tribunal dans ce pays-là. Si vous estimez que les gens doivent vous rendre vos concitoyens, bon, mais vous leur demandez tranquillement, bon, vraiment, on vous présente des excuses pour le mal qui a été fait, qui vous a été fait. On souhaite que vous nous restituiez nos gens, on vous demande pardon, et puis c'est tout, ça s'arrête là. On n'a pas besoin d'aller à mettre l'ONU pour ça. Mais est-ce que vous y voyez là une affaire d'ingérence régionale ou pas? Moi, je pense que le gouvernement, dans cette affaire-là, manque de sagesse. Les Maliens et les Ivoiriens sont deux peuples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années. Bon, voilà un problème qui se pose. Les Maliens disent on a attrapé des Ivoiriens avec des armes. Ils sont venus faire quoi dans notre pays? Voilà la question. Il faut trouver la réponse à cette question. Et s'ils sont venus pour effectivement agresser le pays et que vous voulez négocier leur récupération, ben vous vous asseyez et puis vous négociez. Ils ont quand même été pris avec des armes. Qu'est-ce qu'ils font avec des armes dans ce pays-là? Ils ne sont pas de ce pays. Qu'est-ce qu'ils font avec des armes dans ce pays? Voilà. On ne va pas aller embêter l'ONU pour ça. Moi, je ne comprends pas. Un mot sur les répercussions de la guerre en Ukraine, répercussions économiques mais aussi géopolitiques. Dans ce contexte international compliqué, comment l'Afrique peut-elle faire entendre sa voix? L'Afrique doit se battre effectivement pour faire entendre sa voix. Et la voix de l'Afrique, là, part des intérêts des Africains, d'abord. C'est ça qu'il faut gérer d'abord, avant d'arriver à tout le reste. Mais vous pensez qu'elle va y parvenir, que ce continent va y parvenir? Parce que c'est parfois compliqué d'entendre l'Union africaine s'exprimer d'une seule et même voix. Oh, moi, ce n'est pas sur l'Union africaine que je compte. Je compte sur la sagesse des peuples africains. C'est là-dessus que je compte. Il faut que les Africains eux-mêmes prennent en main leurs intérêts et se battent pour devenir des peuples forts, respectés et qui savent faire la part des choses entre leurs intérêts, leurs capacités, leurs compétences et ce qu'ils peuvent attendre du reste du monde. Mais l'Union africaine, aujourd'hui... Et vous dites que l'Afrique a quand même les moyens de montrer une certaine résilience face aux répercussions économiques consécutives à ce conflit? L'Afrique devrait construire sa propre résilience. Vous savez, le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est quoi? C'est que ceux qui gèrent en quelque sorte l'économie, la sécurité des États africains ne se préoccupent pas de ce que les peuples eux-mêmes récoltent de toute cette gestion. Or, la résilience, elle va s'organiser à partir des peuples eux-mêmes, de ce qu'ils produisent, de ce qu'ils maîtrisent comme économie, de ce qu'ils maîtrisent comme réflexion, etc. C'est de là que ça devrait partir. Et non pas de tout ce qui est prévu dans la macroéconomie par, comment je dirais, la Banque mondiale, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on va développer. C'est pas comme ça qu'on va rendre résiliente. Merci beaucoup, Madame Gbagbo, pour cet entretien accordé à AfriConnect sur RT France. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.